vraiment vécu comme un gros challenge déjà depuis le départ, de se dire bah voilà, on va acheter un bateau, falloir convaincre des sponsors, des assurances, et c'est vraiment pas simple. Et surtout on fait la rencontre d'un partenaire principal sur le tard, qui s'appelle VNB. En fait on avait quasiment bouclé le budget, et puis VNB est arrivé sur le tard, il a fallu sortir le bateau de l'eau, le redécorer, une logistique assez importante, en tout cas une belle aventure puisqu'elle continue encore avec eux aujourd'hui. On est parti d'une feuille blanche, travaillé avec un architecte et un chantier, on a construit un bateau qui n'existait pas, avec un projet de 4 ans, mais pour ça il fallait que j'arrête de travailler. Je fais partie d'une école de course au large qui s'appelle Lorient Grand Large, donc ça veut dire qu'on s'entraîne avec nos concurrents. C'est un inconvénient mais aussi un avantage de les connaître déjà avant de partir sur l'eau contre eux. Ça rend la tâche encore plus difficile parce qu'on connaît leurs points forts et leurs points faibles. Faut imaginer, c'est un peu comme si on rentrait du boulot à terre, quelqu'un nous mettait un seau d'eau sur la tête, du coup on est trempé, et puis qu'ensuite le gars il te dit bah tiens tu vas aller faire une sieste d'une demi-heure là par terre sur ton pouf, et puis après tu vas retourner au boulot quoi. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. J'en profite pour remercier Mathieu Stéphanie qui anime le podcast Génération Do It Yourself et qui m'a insufflé l'envie de me lancer dans cette belle aventure. Si vous voulez connaître la vie cachée des plus grands entrepreneurs, n'hésitez pas à lui prêter l'oreille. Ces épisodes croustillent d'anecdotes intéressantes. Bonne écoute! Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on accueille Maxime Sorel. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de prendre ce temps Maxime. Est-ce que en 2-3 minutes tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais, donc je m'appelle Maxime Sorel, moi à la base je suis ingénieur en génie civil, et maintenant je suis aussi coureur au large, donc je réalise toutes sortes de courses à la voile, notamment des transatlantiques, des courses comme la Route du Rhum, Québec-Saint-Malo, Transat Jacques Vabre, Transat Anglaise. J'étais précédemment sur un projet de classe 40, donc un bateau de 12 mètres, et aujourd'hui je suis en IMOCA, donc c'est la catégorie reine des monocoques. C'est aujourd'hui les monocoques les plus rapides du monde, et on est en préparation pour faire le tour du monde, le Vendée Globe. Superbe, le Vendée Globe qui arrive du coup en novembre 2020. Ouais, c'est ça, effectivement, là il reste tout juste 7 mois de préparation pour cette grande course qui est en fait le seul tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance en course. Et ça nécessite effectivement beaucoup de préparation, donc on a récupéré le bateau l'IMOCA en début 2019, et on a à peine 2 ans de préparation, quand normalement il faudrait quasiment le double. Ok, ouais, très bien. On va revenir dessus tout à l'heure. Effectivement, moi ce qui m'intéressait d'abord c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette passion pour la voile. Comment ça a commencé? Ça a commencé tout petit en fait. Moi je suis de Cancale en fait, à côté de Saint-Malo, et on réalise quand on est jeune à l'école sur ce secteur là-bas, on réalise des classes de mer, et donc on fait qu'à 4 à 5 jours dans une école de voile où on découvre un peu ce milieu, et on essaie de réaliser toutes sortes de supports, donc optimiste, planche à voile, du kayak. Et très vite en fait j'ai été attiré par ce sport, donc ça c'était à l'âge de 8 ans, et je me suis inscrit dans une école de voile, l'école de voile de Port-Mer à Cancale, et derrière à 9 ans je démarrais la compétition. Ah ouais, dès 9 ans, ouais. Et alors du coup, dès 9 ans, c'est des compétitions locales, il y a un moment tu passes peut-être sur un niveau plus régional ou même national? Ouais, effectivement, c'était même sur le département, ensuite la Bretagne et puis un peu de national, ouais. En fait, ce qui m'a vraiment plu dans la voile, c'est que c'est quelque chose qui est en fait, on fait pas ce qu'on veut. On a des contraintes, on peut pas aller face au vent, et c'était déjà la vitesse, la compétition, ça c'est sûr, mais d'avoir des contraintes, c'est une vraie école de la vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a plu, d'essayer de se battre pour y arriver et faire en sorte de le faire le plus vite possible et être devant.
Et donc c'est ça d'abord qui m'a attiré dans la voile. Et tu faisais un format un peu sport-études où tu prenais tes week-ends et tes vacances? Comment ça se passait? Non, alors tout petit, c'était plutôt entraînement le mercredi et puis samedi, et sinon quand il y avait des cours c'était le samedi et le dimanche. Ensuite j'ai continué sur différents supports. J'ai arrêté la voile légère. Mes parents naviguaient un petit peu, donc il y avait un bateau familial et on allait sur les îles anglo-normandes. Donc c'est ce qui m'a fait découvrir, on va dire, un peu plus le large que la voile côtière. Et puis derrière j'ai enchaîné mes gammes. Je suis rentré en études d'ingénieur. Là j'ai un petit peu mis entre parenthèses, on va dire la voile de compétition, de par le fait que il fallait bien travailler à l'école et forcément aller ailleurs que là où j'étais. Mais je suis jamais resté trop loin de la mer. En fait, j'ai fait un IUT à Saint-Nazaire. Ensuite, je suis allé faire mon école à Lorient, alors que j'aurais pu aller à Paris ou ailleurs. Et donc, ce qui m'a permis aussi de continuer à naviguer sur différents formats plutôt étudiants, en compétition toujours, avec des Tours de France à la voile, des choses comme ça. Des formats équipage ou des formats seuls, juste pour bien comprendre? Non, c'est plutôt des formats équipage, ouais, sur différents bateaux. Des bateaux de voile habitable, donc des bateaux qui font entre 7 mètres et 12 mètres, on va dire, de voile plutôt habitable, avec un équipage qui peut varier entre 5 à une dizaine de personnes. Et assez vite j'ai rencontré aussi le skipper costarmoricain Pascal Quintin, donc qui est de Saint-Brieuc, qui lui naviguait en multi 50, qui est une classe de course au large. Il y a 4 grandes classes en fait, hein. Il y a les classes 40, les petits bateaux, des monocoques de 12 mètres, des multi 50, c'est les trimarans de 50 pieds qui font 15 mètres 24. Ensuite on a les IMOCA, donc ceux avec lesquels je vais réaliser le Vendée Globe, qui font 60 pieds, ça fait 18 mètres, et ensuite il y a une catégorie ultime, des très grands trimarans qui font plus de 100 pieds. Et donc je rencontre ce skipper costarmoricain, et lui voilà, il me prend un peu comme équipier, mais aussi un peu comme grouillot, à aider un peu à faire plein de choses à droite à gauche sur le bateau, pas forcément toujours à naviguer. Et puis de fil en aiguille, je deviens un peu son co-skipper, et on réalise des courses ensemble. Donc c'est un peu ça qui m'a initié réellement dans la course au large et qui m'a donné envie de créer mon propre projet. Quand tu dis co-skipper, ça veut dire que ce sont des courses que vous faites à deux, tout de suite à bateau, ou ça veut dire qu'il y en a un qui prend le bateau et ensuite c'est un autre qui prend le bateau? Non, c'est lui qui est le skipper sur une course en double, et il y a un co-skipper, c'est-à-dire que il y a un skipper principal qui serait amené à prendre, on va dire, des très grandes décisions, notamment en termes de sécurité, et le co-skipper, lui, comment et son homologue, avec un tout petit peu moins de responsabilité, quoi. Mais t'es à bord en même temps que lui, du coup. C'est ça, tout à fait, ouais. C'est des courses en double, ouais, du coup, ouais. Et donc tu dis un peu son apprenti, ça dure combien de temps cette espèce de période d'apprentissage finalement avec lui? Bon, la rencontre, elle se fait en 2008, en fait, tout pile quand je rentre dans les études un peu longues, entre 2008 à 2011. Je navigue la plupart du temps avec lui. On fait tous les grands prix trimaran multi 50 ensemble. Alors en fonction des années, en fonction de mes études, parce que pendant mon école d'ingénieur, je suis parti à l'étranger, je suis parti 6 mois au Canada. Du coup, voilà, je rate certaines courses forcément. Donc c'est plutôt cette partie, cette période-là où j'ai moins navigué au final, mais j'étais quand même sur un très gros bateau. Et puis j'ai appris quelque chose d'autre, c'était vraiment le large, partir loin. J'ai jamais fait de transatlantique avec lui. En tout cas, c'est lui qui me donne envie de faire plus, quoi. Ok. Et alors, qu'est-ce qui te fait décider de passer sur classe 40 dans ce cas-là? Est-ce que c'est ton envie de devenir un peu autonome à ton compte, ou est-ce que c'est parce que tu voulais justement tester ce type de course transat? En fait, j'avais envie de me faire une transatlantique. Donc moi, je travaille, je finis mes études en 2010. En 2011, je continue encore à
à naviguer avec Pascal Quintin, et puis très vite 2012-2013, je me pose vraiment sérieusement la question à pourquoi pas faire un projet. Je suis encore un peu jeune. Et puis je rentre dans le milieu pro et je questionne mes fournisseurs, des clients, et tout le monde trouve le projet assez fun. J'avais le projet de participer à la Route du Rhum en 2014. Et donc ça, c'est une transatlantique en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Et donc ce serait ma première transat, première grosse course en solitaire. Et le moyen pour y arriver, forcément, faut trouver des sponsors, des assurances, des gens qui te filent la main. Et le support le plus facile, c'est le plus petit support de la course au large, c'est le classe 40 en termes de budget, en termes de moyens humains. Et donc je me rends compte qu'en fait il y avait un vrai engouement autour de moi pour m'aider à faire ça, et je décide de me lancer fin 2013. Et j'annonce au Salon Nautique 2013 que je serai au départ de la Route du Rhum 2014. Alors je l'annonce alors que j'ai pas encore de bateau et que j'ai pas encore trouvé de crédit et que j'ai pas encore d'assurance, et j'ai quelques sponsors qui peuvent me suivre, mais déjà c'est énorme. Et on mène un projet plutôt familial avec mon père qui me file beaucoup la main sur la recherche des sponsors, et mon frère qui me file la main sur la com. Et puis voilà, et je décide de mettre un peu d'argent sur la table pour démarrer le projet, et puis mettre en confiance une banque, et voilà, et on achète un bateau d'ancienne génération, et le projet est parti quoi. Les sponsors commencent à prendre place sur le bateau, et voilà, c'est mes premières aventures en course au large. Moi j'avais 3 mois de congés en retard, donc à la fin de l'année 2014 j'ai pu solder mes congés pour cette route du Rhum. Ah ouais, 3 mois c'est beaucoup, ouais. Et donc le départ se fait de souvenir début novembre 2014. Tu mets combien de temps pour traverser? Je mets 21 jours, ce qui était assez long, c'était pas une édition très rapide. En tout cas, ça a été une expérience de dingue. C'est sûr que c'était une première en tout, et puis on l'a vraiment vécu comme un gros challenge déjà depuis le départ, de se dire on va acheter un bateau, il va falloir convaincre des sponsors, des assurances, et c'est vraiment pas simple. Et puis ensuite aller au bout, et surtout on fait la rencontre d'un partenaire principal sur le tard, qui s'appelle VNB. En fait on avait quasiment bouclé le budget, et puis VNB est arrivé sur le tard, il a fallu sortir le bateau de l'eau, le redécorer, toute une logistique assez importante. En tout cas une belle aventure, puisqu'elle continue encore avec eux aujourd'hui. Quelque chose de très humain avec énormément de gens. Moi je suis de Saint-Malo, donc c'est sûr, quand on part de Saint-Malo, forcément il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, et donc c'est un gros plus pour nous, et grosse réussite, sauf que moi en janvier 2015 je reprenais le travail, donc voilà, ça c'est fini comme ça la Route du Rhum. Et tu as reparticipé à l'édition 2018 4 ans plus tard ou pas? Ouais, en fait je reprends le travail en 2015, et puis mon sponsor VNB me dit mais on va peut-être pas s'arrêter là, qu'est-ce que tu peux nous proposer d'autre quoi. Alors je leur dis moi je reprends le boulot, ça va pas être simple là j'ai soldé mes congés, maintenant je suis à zéro, je vais avoir du mal à reprendre du temps. Ils me disent ouais, mais on peut peut-être imaginer quelque chose d'un peu plus gros. J'avais un peu préparé le coup, j'avais déjà réfléchi, moi j'avais vraiment envie de continuer. Après cette course, c'était une expérience tellement dingue, et puis ça m'a vraiment donné le goût de continuer. Que j'avais préparé un dossier avec construction d'un bateau neuf, tout ça, et voilà, ils me l'ont demandé, donc je leur ai donné, et ils ont assez vite adhéré. Je leur ai proposé de faire participer tous leurs magasins qui œuvraient pour donner un peu de budget, histoire de mettre chacun leur pierre à l'édifice, et ça les a emballés pour continuer. Et donc du coup en fait on est parti d'une feuille blanche, on a travaillé avec un architecte et un chantier, on a construit un bateau qui n'existait pas, avec un projet de 4 ans, mais pour ça il fallait que j'arrête de travailler, chose que j'ai pas complètement fait en fait. En mi-2015 je me suis mis à créer ma société, et j'ai fait les deux en parallèle, toujours mon métier d'ingénieur génie civil à côté, et puis coureur au large de l'autre.
La première année en 2015, en fait, on avait une construction de bateau, donc moi je pouvais pas beaucoup naviguer avec ce bateau, donc j'allais naviguer à droite à gauche, mais j'avais du temps pour travailler. Et puis, et ben très vite, on avait tout un programme de course sur 4 ans avec 2 transats Jacques Vabre. Donc Transat Jacques Vabre, c'est une transat en double entre Le Havre et le Brésil, donc à 2. Ensuite des Québec-Saint-Malo, ça c'est en équipage, donc plutôt à 3 ou à 4. Transat anglaise en solitaire, jusqu'à l'objectif était de refaire la route du Rhum en 2018. Donc chose qu'on a fait, hein, on a participé à tout le programme. On a sorti le bateau en août 2015, on l'a mis à l'eau. D'accord. Donc 6 mois seulement en fait. Même moins de 6 mois parce qu'en fait on a dû signer le bateau fin février. Donc c'est 4 mois et demi de mémoire de chantier, ça a été très très vite. Surtout pour une nouvelle unité, hein, puisque il a fallu créer des moules de construction, enfin rien n'existait. Mais bon, ça a été quelque chose de passionnant. Moi, la construction, c'était mon métier. Je maîtrisais pas toute la partie construction navale, mais j'ai pu ajouter un peu ma patte à certains dessins, notamment le pont pour l'aménagement et l'utilisation derrière. Et ça, c'était vraiment top de pouvoir suivre la construction de A à Z, et ensuite de naviguer sur le bateau qu'on avait vu naître d'abord sur un dessin. Et c'est vrai que c'était un plus. On a décidé de participer quand même à la Transat Jacques Vabre avec l'architecte du bateau. Et puis on s'était donné l'objectif de finir, hein. Pour un bateau neuf, c'était déjà beaucoup. Et en fait le bateau était parfaitement construit. On a eu quelques petits soucis, mais rien de méchant. Et on termine deuxième de cette transat, donc c'est un peu une surprise. Une surprise pas forcément, parce qu'on savait que le bateau avait quand même des grandes capacités. L'architecte avait fait des très beaux bateaux auparavant, donc on imaginait que c'était possible. En revanche, techniquement, voilà, le bateau est pas abouti, on sait pas ce qui peut se passer, les réglages n'ont pas bien été faits avant, on n'a pas eu le temps de le faire, donc voilà, on est très content de cette première course. Et puis après, il y avait 3 années avec 3 saisons différentes où on a fait tout un tas de courses. On a fait 12 courses de mémoire, 6 podiums et 3 victoires sur ces 4 années. Ouais. Et ça, c'est, alors pour bien me pas prompter, c'est le même bateau, IMOCA, qui va être utilisé pour Vendée Globe, ou c'est un autre type classe 40? Non, alors le classe 40, c'est un bateau de 12 mètres, et ça c'est un bateau qu'on a construit en 2015, que j'ai utilisé jusqu'en 2018. Et pour participer au Vendée Globe, il faut être sur un IMOCA de 60 pieds, donc un bateau qui fait 18 mètres. Et c'est un autre qu'on a loué pour ces 27 mois de nouveaux projets, on va dire. Et donc l'autre sert encore, vous l'avez revendu, comment ça se passe? Ouais, l'autre il a une deuxième vie, il est revendu à un Américain qui vit en Angleterre et qui a pour projet de faire la Transat Jacques Vabre, donc en double, avec son fils. Ouais. Alors, petite parenthèse rapide sur le monde professionnel dont tu parles. Tu as un métier dans le génie civil. Qu'est-ce que tu fais? Tu as historiquement commencé peut-être par être employé, tu m'as dit au début. Tu faisais quoi? Ouais, en fait, j'étais ingénieur en génie civil, ingénieur de travaux. Ça veut dire que je réalisais toutes sortes de chantiers en lien avec des travaux maritimes et industriels. Donc, je pouvais construire des digues, toutes sortes d'ouvrages en béton qui avaient plus ou moins les pieds dans l'eau ou dans la Seine, hein, parce que j'ai bossé aussi sur Paris. Donc des ponts, des ports, des travaux subaquatiques avec des grosses conduites d'eau pour des usines qui ont besoin d'eau, de refroidissement, des choses comme ça, et puis de l'industriel pour Total, Gaz de France, des choses comme ça. Donc je réalisais des travaux de A à Z, c'est-à-dire que je prenais le dossier d'appel d'offres et puis j'allais répondre à ce dossier, si on avait le chantier, constituer une équipe et puis ensuite gérer toute la phase de construction jusqu'à la livraison du parfait achèvement de l'ouvrage, quoi. Ok. Et quand tu passes entrepreneur, quand tu montes ta société, c'est toujours dans ce même optique de faire ces appels d'offres, mais à ton compte. Ouais, c'est ça. Alors avant, je gérais, on va dire, tout le chantier de A à Z, de la partie appel d'offres à la construction jusqu'à la finalité. Après, je me concentre juste sur le début, sur la partie appel d'offres, puisqu'en fait, voilà, j'avais pas pour projet
forcément de continuer dans cette branche, mais c'était plutôt une transition entre le métier de coureur au large et puis celui d'ingénieur, quoi. Est-ce que donc ta famille te soutient? J'ai entendu effectivement que historiquement tes parents sont un peu marins quand même. Est-ce qu'ils ont un peu eu tu m'as dit ton père t'avait aidé pour les sponsors notamment sur la première Route du Rhum en 2014. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels peut-être, je sais pas, toute ta famille te soutient, partage? Comment ça se passe effectivement dans ton côté perso familial? Ouais, alors aujourd'hui encore plus parce que auparavant j'avais une association qui gérait l'ensemble du projet, où là il y avait tout un tas de bénévoles, ça restait de l'amateur, hein, et du coup on était on va dire sur l'année 2017-2018, où là on avait le plus de résultats, le plus d'attentes des sponsors, beaucoup de médias, parce qu'on avait on a gagné des courses, et donc du coup c'est un peu professionnalisé, et on était maximum 3 personnes. Aujourd'hui on est 7 à temps plein, donc là j'ai une autre structure, enfin ma structure de base, c'est la structure qui gère le projet, une société, quoi, une SARL. Et dedans, en fait j'ai embauché mon frère qui est le responsable projet, qui est un peu l'homme à tout faire, qui continue à m'aider sur la partie médias, réseaux sociaux, vidéo. Mon père qui est toujours dans la partie, qui est mon associé sur cette société. Donc oui, ça reste très familial. Et puis ensuite j'ai plusieurs employés, notamment au niveau de la technique. Il y a une équipe technique permanente de 3 personnes. Donc on oscille entre 7 à 11 personnes pour la préparation de ce projet et de ce bateau. Donc oui, la famille est très présente. Bon, du coup, revenons sur cette partie de voile. On a parlé de Pascal Quintin tout à l'heure. Est-ce que tu l'as vu comme un coach? Est-ce que depuis, comme tu as pris ton autonomie, est-ce que tu as encore un coach à côté de toi qui s'occupe de t'aider, te booster, t'aider dans cette montée en performance? Ouais, en fait, je fais partie d'une école de course au large, hein, qui s'appelle Lorient Grand Large, qui est à Lorient. Ma base est là-bas. Et en fait, on dispose de moyens mis en place pour les entraînements sur l'eau, pour des cours théoriques sur la météo, la mécanique, enfin un peu divers et variés. C'est à notre c'est à nous en fait de faire des demandes suivant ce qu'on a besoin de travailler, et suivant le nombre de personnes que ça intéresse. Ce sont des cours qui sont groupés, donc ça veut dire qu'on s'entraîne avec nos concurrents. C'est un inconvénient, mais aussi un avantage de les connaître déjà avant de partir sur l'eau contre eux. C'est sûr que ça rend la tâche encore plus difficile, parce qu'on connaît leurs points forts et leurs points faibles. Et donc du coup ça donne des belles batailles sur l'eau, c'est ça qui est génial. Et oui, ensuite j'ai tout un staff autour de moi. J'ai une nutritionniste, j'ai un coach sportif que j'ai depuis 2013. Tous ces gens qui m'aident à préparer effectivement l'ensemble de ces courses. Et puis maintenant toute une équipe technique, hein, qui aujourd'hui je m'occupe quasiment plus de mes réseaux sociaux. On va dire toute la partie logistique que je pouvais faire avant, elle est gérée par d'autres personnes aujourd'hui. Donc ouais, j'ai quand même tout un staff autour de moi. Ça ressemble à quoi du coup une journée type là? Imagine demain, tu fais quoi demain? Alors, effectivement, type, mettons qu'on sorte type, 3 semaines avant de ce confinement. Elle ressemble à quoi la journée du jeudi? La journée du jeudi elle peut ressembler assez vite. Alors bateau en chantier ou bateau à l'eau, ça peut assez bien se transposer, hein. Bateau en chantier, ça peut commencer par une petite réunion le matin pour caler un peu les équipes, chose qu'on fait 3 fois par semaine. Que ce soit en chantier ou bateau sur l'eau, c'est pareil, avec des objectifs, donc des objectifs de maintenance, des objectifs de préparation. Donc si le bateau est à l'eau, du coup on sait les entraînements qu'il va y avoir ou les phases de réglage qu'il va y avoir sur l'eau. Donc il faut s'organiser autour de ça. Ensuite, moi j'ai toute une partie, on va dire plutôt propre entreprise, qui est dans la gestion courante d'une entreprise, hein, la partie administrative tout simplement. Ensuite on a la partie communication, qui demande énormément de temps, parce qu'il faut qu'on prépare les supports, les vidéos, tous les posts des réseaux sociaux. En fait on essaye de s'écrire un scénario sur la totalité de la durée du projet. Aujourd'hui le projet c'est jusqu'à mars 2021.
Donc il faut écrire au quotidien, il faut écrire tout ce qu'on aura à dire en actu froide, c'est-à-dire tout ce qu'on sait déjà qui se passera, et puis créer des choses là-dessus. Donc moi j'ai toute une phase de validation, les équipes travaillent, et ensuite on a des réunions, beaucoup de conférences téléphoniques, parce moi je suis tout le temps à distance, je suis jamais au même endroit. Puis après beaucoup d'entraînements sportifs, hein. Mon coach me voit pas tout le temps, lui il est à Saint-Malo, donc je suis beaucoup en déplacement. Il me fait mes séances à distance et moi je les réalise suivant l'emploi du temps. Donc des phases forcément d'entraînement sur l'eau, et puis beaucoup de relations publiques, beaucoup de représentations pour les sponsors. Je vais assez souvent dans des magasins VNB. On a aujourd'hui le département de la Mayenne qui est sponsor aussi, qui est arrivé depuis milieu de l'année dernière. Donc ça demande du temps, et puis forcément beaucoup de déplacements, donc je roule pas mal. J'ai la chance d'avoir un partenaire Renault qui nous donne 2 véhicules, un véhicule assistance technique et le mien, et c'est vrai que je lui mets des bornes à la voiture. À quel point tu fais cet aspect d'image dont tu parles à l'instant, effectivement, avec les médias, à quel point est-ce que c'est important de le faire pour la notoriété de la personne publique que tu représentes en tant que skipper pro, versus ce que ça demande ou ce que ça impacte, par exemple, en termes de retombées financières? Mais en fait, je pense que rien n'est à négliger. C'est un peu la toile d'internet, la toile des réseaux sociaux, c'est-à-dire que plus on en fait, plus on est vu, et plus les gens pensent à nous, et plus quand on pose la question, cite-moi 3 mecs qui vont faire le Vendée Globe, c'est sûr que plus ils ont entendu parler de nous, et forcément plus notre nom sera cité, et mieux ce sera pour les sponsors, et plus ce sera facile derrière de pouvoir continuer, en gros plus la popularité est importante, et plus c'est simple entre guillemets d'aller chercher des sponsors, même si c'est toujours compliqué. Après, moi je suis quelqu'un de très disponible sur les villages, notamment. Par exemple, on a des villages de course de 10 à 12 jours normalement pour une transat avant le départ, où là en fait tous les bateaux sont réunis dans un bassin, et c'est vraiment la fête. Il y a beaucoup de stands, les partenaires présentent un peu le projet et leur activité. Il y a beaucoup d'animations en lien avec souvent l'arrivée de la course. Et c'est des moments où il y a beaucoup de temps à consacrer, du moins si on le souhaite, aux médias et au public. Et moi je me donne vraiment un point d'honneur à être présent pour les gens qui vont nous suivre derrière. D'une, parce que j'aime ça, et puis de deux, parce que je trouve pour eux, moi j'aurais effectivement j'adorais pouvoir aller côtoyer des gens qu'on voyait à la télé, ou du moins des sportifs de haut niveau, ou des aventuriers, des gens qui faisaient des choses extra, on va dire. Et du coup j'ai pas toujours eu l'image de gens disponibles, et je trouve ça dommage, parce qu'en fait on est dans un partage, et c'est vrai que moi je suis aujourd'hui paranational d'une association Vaincre la Muco, et plus on est présent et plus on fait parler de ces gens-là qu'on soutient, et plus ça leur donne de la visibilité. Donc je pense que ouais, on a aussi notre part de travail là-dessus, et moi je m'en donne à cœur joie. Excellent, et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir rencontrer les skippers. Là, j'étais en novembre 2018 à Saint-Malo pour le départ de la Route du Rhum, et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir à la fois rencontrer, voir, serrer des mains de personnes effectivement qu'on a tendance à voir initialement plutôt en image publique sur des magazines, etc. On parlait tout à l'heure de médias, de retombées sur les sponsors. Aujourd'hui, comment ça se passe tu vois, financièrement pour un projet? Est-ce que c'est le sponsor qui s'occupe de mettre, on va dire, les montants nécessaires pour faire vivre l'entreprise, ou est-ce qu'il y a également peut-être des prix de succès, de podium dont tu as parlé, de courses qui font également une retombée à ce niveau-là? Alors oui, en fait, moi par exemple, mon entreprise elle fonctionne de la manière suivante. Mes clients, c'est mes sponsors. Donc mon chiffre d'affaires d'entreprise, je le fais grâce aux sponsors. On leur vend de la disponibilité, de la visibilité, et c'est ça qu'ils achètent en fait. Et voilà, et ça fait vivre l'entreprise là-dessus. Donc du coup, on a un budget de fonctionnement qui est
dans la catégorie actuelle en IMOCA qui est pas vraiment limitée. Alors elle est limitée sur aucune des catégories, mais la construction du bateau fait que en fait la jauge de construction du bateau fait qu'on peut être assez limité par le budget du moins de construction de ce bateau, et donc on n'a pas en classe 40 typiquement on n'a pas des budgets qui sont complètement hallucinants parce que les bateaux sont très limités. En IMOCA c'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tous le même budget entre des bateaux neufs, des bateaux gagnants, et nous c'est sûr que on peut avoir parfois 4 à 5 fois moins de budget que ces gens-là. Et du coup voilà, ça fonctionne de la manière suivante. Ce qui nous rend accessible dans le métier de la course au large, c'est peut-être parce qu'on gagne pas beaucoup d'argent. Faut savoir que on va dire que les skippers en course au large qui gagnent bien sont payés comme des très bons cadres supérieurs, donc entre 5 à 7 000 euros peut-être mensuels, et ça je parle pour les meilleurs. Et pour ceux qui sont dans des très gros teams, moi aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui je gagne 5 fois moins bien ma vie qu'en tant qu'ingénieur. En revanche c'est au moins 1000 fois plus riche humainement. En plus, c'est un projet que tu mènes à la baguette tout seul, donc c'est vrai qu'avec l'équipe bien sûr, mais dans le sens de ton propre initiative, Ouais, c'est sûr. finalement. Et quand c'est ça, effectivement, ça tient à cœur. Est-ce que tu as eu des frustrations sur cette carrière depuis tes 9 ans quand tu as commencé à faire la voile, des moments où tu t'es dit mince, pas je regrette, mais des éléments où tu te dis tiens, j'aurais peut-être fait différemment ou j'aurais bien aimé faire ça? Non, franchement, oui, on peut toujours regarder dans le rétroviseur, mais c'est pas trop ma philosophie de se dire oui, j'aurais peut-être pu faire mes armes en mini, en Figaro, dans d'autres classes, mais peut-être au détriment de ma partie pro dans un premier temps. Moi, j'ai vraiment voulu travailler avant, connaître le monde de l'entreprise, et je pense que c'est une force aujourd'hui dans la gestion du projet. Clairement, aujourd'hui il y a beaucoup de marins qui peuvent avoir le diplôme d'ingénieur mais qui n'ont jamais travaillé. Et c'est sûr que dans la gestion du projet, forcément, on n'aborde pas les choses de la même manière. Je pense que c'est important d'avoir connu ça. On est quand même un milieu qui est particulier. Ça ressemble à pas grand chose d'autre en termes de secteur d'activité. Donc je suis content d'avoir vu autre chose déjà. Je sais que à tout moment je peux revenir en arrière et refaire mon job, donc ça c'est aussi un côté plutôt serein là-dessus. Voilà, c'est rassurant. Après on a écrit une super belle histoire pendant 4 ans en classe 40 avec VNB. Il y a eu des hauts et des bas, comme je disais tout à l'heure. En 2015, on met un bateau neuf à l'eau, on fait deuxième de la Transat Jacques Vabre. Et les courses de l'année d'après, c'est tout l'inverse. Je prends le départ de la Transat anglaise, qui est une course entre Plymouth et New York. Je suis en tête de la Transat et je me fais percuter par un cargo. Donc là, la course s'arrête, impossible de réparer, obligé de rentrer. Et puis ensuite, on met tout en œuvre pour rallier quand même de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'on avait une autre course en équipage qui s'appelait Québec-Saint-Malo. Il y a plein de péripéties qui nous arrivent dans le transport du bateau direction de Québec, mais bref, on arrive quand même à prendre le départ. Et au bout de 48 heures de course, le moteur s'arrête, impossible de le redémarrer. Donc le moteur, c'est notre groupe électrogène, c'est ce qui permet majoritairement d'avoir de l'énergie à bord. On s'arrête à Saint-Pierre-et-Miquelon, impossible de trouver la panne, et on décide de traverser quand même l'Atlantique sans énergie, donc sans lumière, sans ordinateur, sans rien du tout. On finit, je crois, à la 7e place, mais c'est pas ce qu'on attendait. On visait un podium. Donc voilà, une année très compliquée, dure pour les sponsors parce qu'ils s'attendaient à mieux. Et puis voilà, donc forcément de la frustration là-dessus, mais en même temps c'est une belle histoire, puisqu'en 2017 on remporte la Transat Jacques Vabre. On fait 2 en 2015 et on la gagne en 2017, et donc c'est
c'est une histoire qui aujourd'hui, quand on la regarde, ouais, elle est chouette. C'est sûr que on s'arrête à juste 2016 avec 2 transats pas forcément réussis. Bah, on se dit non, là, c'est pas cool, on n'a pas fait une bonne année. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, je regrette rien en tout cas. Est-ce que tu as des gens que tu admires particulièrement, toi, à titre personnel, Maxime? Des idoles, des personnes... Pas forcément des voleux, d'ailleurs. Ouais, des gens à citer, pas simples, mais en tout cas, la montagne me passionne, m'a toujours passionné. Mon frère qui est responsable projet habite à Annecy, donc il est très proche de la montagne et c'est vrai que depuis peu, je participe à un trophée qui s'appelle le Trophée Mer et Montagne, qui est une rencontre entre montagnards et marins donc professionnel et c'est vrai qu'il y a un vrai partage entre tous ces gens. Là, c'est ma 3e édition et on se rend compte qu'on a des milieux assez similaires en fait, des milieux hostiles, des milieux où bah, il faut être humble avec les éléments et c'est vrai que nous on se rend plus trop compte de ce qu'on fait, enfin on se rend plus compte du moins que c'est dingue. En revanche, quand on regarde ce que eux font, on trouve ça complètement dingue et eux, inversement, aussi ils trouvent que ce qu'on fait c'est dingue. Et c'est vrai que ce partage est top. Et moi j'admire les gens de la montagne en tout genre quoi. Mais ouais. Dernière question avant de passer sur ce fameux Vendée Globe. Est-ce que tu considères aujourd'hui que ce fameux dépassement de soi, donc dépassement de toi depuis ces quelques années, ça devient un peu une drogue, on est un peu addict? C'est une drogue sur le moment dans l'effort. C'est une drogue en préparation parce que moi j'aime souffrir sur ma préparation. C'est un peu ma préparation psychologique. Elle est d'abord sportive avant tout. J'aime être très bien préparé sportivement pour être en forme sur le bateau. Et puis j'aime le train de vie que ça me donne. Aujourd'hui, je suis convié à des tas de choses. Je suis invité dans des endroits de dingue que j'aurais pas forcément fait si j'avais pas fait ce job et du coup ouais j'imagine pas ma vie autrement aujourd'hui quoi. Donc t'imagines pas reprendre sa fameuse vie d'ingénieur civil dont tu parlais tout à l'heure, même si tu en as cette comment dire, rassuré de que tu puisses le faire, t'as pas envie de le faire. Ok, alors du coup, prochain défi pour toi, c'est Vendée Globe, donc en novembre 2020. J'ai l'impression que c'est un peu le Graal pour tous les marins de participer à cette course. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, parce je pense qu'il y a deux choses. Il y a te dit, j'ai la capacité de le faire, donc je suis prêt à le faire. Et il y a l'idée de dire, bon, moi, je pose mes cojones sur la table, quoi. Donc il y a un peu ça aussi quand même. Ouais, complètement. Alors le Graal en fait ça l'est pour les marins qui rêvent aussi d'aventures complètement fous, mais il y a quand même un bon nombre de marins qui se voient pas partir 3 mois en solo autour du monde. Alors ça veut pas pour autant dire que ils trouvent pas ça dingue, mais c'est juste que c'est pas possible pour eux quoi. Ils imaginent pas ça comme ça. Moi ça m'attire parce que mais c'est quand même un tour du monde, un tour du monde en solitaire à la voile, par la force des éléments, sans escale et sans assistance. Le sans escale et sans assistance, il change vraiment beaucoup la donne en termes de préparation. Et ça, je m'en rends compte que cette année, en fait. Je me rends compte que cette année, parce que toutes les courses auxquelles on participe normalement, on a le droit à une assistance et on a le droit de s'arrêter. C'est-à-dire qu'on pourrait, sur une route du Rhum qui fait Saint-Malo, les Antilles, on peut s'arrêter au Portugal, avoir une équipe qui est descendue en camion avec du matériel de réparation, on répare et on repart. Ça peut nécessiter des pénalités si on s'arrête trop souvent. En revanche, ça reste que des pénalités, on n'est pas disqualifié. Sur le tour du monde, on a le droit à rien. C'est-à-dire que il faut tout imaginer en scénario possible et en termes de préparation, c'est juste hallucinant. Et ouais, c'est sûr que les mers du Sud, ça m'intrigue. Des vagues dantesques, du vent complètement inimaginable pour ce qu'on peut vivre dans l'Atlantique. Ça me fait peur, mais ça m'intrigue, donc ça me donne envie d'aller voir.
Comment tu te prépares du coup à ce type de course en termes de sortie de navigation? T'es à Lorient. Est-ce que tu vas descendre dans le sud pour aller essayer les mers, je sais pas, de l'océan Indien, ou est-ce que tu te dis j'attends qu'il y a grosse baston, 60 nœuds et là j'y vais? Non, on peut pas vraiment se préparer. On a normalement des courses de préparation avant ça. Donc je parlais tout à l'heure de plutôt 3 ans et demi, on va dire, 3 grosses années, 3 grosses saisons de préparation avant un Vendée Globe, ça c'est le top. Là j'ai plutôt 2 saisons seulement, et dans ces 2 saisons on a différentes transats. Donc il y avait la transat Jacques Vabre, là on avait normalement la transat anglaise entre Brest et Charleston, et après un retour New York Vendée, donc ça en solitaire. Tout ça c'est des courses de préparation qui nous permettent de valider une plage de vent, une plage d'utilisation du matériel, et puis d'enregistrer des tas de données pour la performance et la structure du bateau, et afin de valider que le bateau soit capable et dans les meilleurs configs pour partir autour du monde. Donc ça c'est vraiment des vraies courses de préparation, et non, on ne va pas aller dans les mers du Sud pour s'entraîner, parce que d'une c'est trop loin, et qu'en fait on va pas dire, on fait pas un tour du monde d'entraînement avant d'en faire un autre en fait. Mais c'est ça qui est intriguant, c'est que les mers du Sud on n'y va jamais en fait, on n'y va jamais parce que y a rien, il y a pas de port déjà pour quasiment pour y aller, ou c'est compliqué, et puis on n'est pas de là-bas, et il y a très peu de trafic maritime, et enfin tout ça fait que voilà, on a peu de connaissances du secteur là-bas, et moi ça me donne envie d'aller voir. Je comprends très bien. Toutes les courses que tu viens de mentionner, tu les fais avec l'IMOCA? Ouais, c'est ça, ouais. Depuis, on a mis l'IMOCA à l'eau après un gros chantier pour mise aux couleurs, et puis refit complet du bateau. On l'a mis à l'eau en mars 2019, et depuis mars 2019, on navigue avec l'IMOCA, et toutes les courses seront faites avec l'IMOCA. Ouais. Et dans l'idée de pouvoir, alors je reprends mon exemple de tester un peu les mers du Sud sans aller faire un tour du monde complet, il n'y a pas du tout de disposition pour, par exemple, aller, je sais pas, peut-être 2 semaines, essayer un bateau équivalent ou de taille équivalente en Afrique du Sud ou en Australie, pour avoir un peu cette idée? Non, effectivement. Alors déjà, faut savoir que les bateaux, c'est tous des prototypes. Là aujourd'hui, encore en service réellement dans le monde, il y a moins de 40 bateaux, hein. Donc la plupart sont en France, entre la France, l'Angleterre. Il y en a peut-être un ou deux aux États-Unis, mais même pas sûr. Donc déjà en Afrique, il y en a pas. En Afrique du Sud du moins, et puis non, c'est vrai que dans le planning, on a un planning assez serré en termes de préparation, et là on avait mai-juin en transat, donc on partait on va dire un peu plus de 2 mois en transatlantique solitaire. L'équipe technique nous rejoignait de l'autre côté de l'Atlantique, et ensuite on faisait le retour donc en solitaire, et derrière on avait 2 mois de chantier à nouveau, juillet-août, pour la préparation du Vendée Globe, pour vraiment tout fiabiliser. Faut imaginer que c'est là on est un peu comme dans une écurie de Formule 1, même clairement, hein, avec beaucoup moins de gens et beaucoup moins de moyens, mais en tout cas c'est la même chose. Chaque pièce du bateau est prototype. On l'a fait dessiner par des ingénieurs. Pour nous c'est des bureaux d'études externes, hein, puisqu'on n'a pas de bureau d'études interne, et ensuite on conçoit la pièce, donc soit on la fait en interne, soit on la fait faire en externe, et ensuite on la met en place, on la valide, on l'éprouve, et une fois qu'elle est éprouvée, on la valide, et du coup on la rend définitive sur le bateau, un peu comme en Formule 1 où la recherche est permanente dans la performance, quoi. Donc les bateaux nécessitent beaucoup d'entretien. Et tu passes combien de temps sur 7 jours de la semaine à bord du bateau, dans l'eau, dans le sens à faire des ronds dans l'eau? Pour des séances d'entraînement par exemple, on va dire que en fait sur des sessions pures techniques, c'est pas tant que ça, parce que on va dire qu'on passe la moitié du temps de la semaine, entre 3 à 4 jours par semaine, réellement sur l'eau, et le reste du temps c'est de la préparation pour la nave d'après, quoi. C'est-à-dire qu'on a des objectifs de navigation où on se fait un briefing
de la semaine où on se dit bah voilà, on a ça à valider. Première journée, on va valider ça et ça. Ok, si c'est validé ou pas, ben ça influence les autres naves d'après. Si c'est validé, du coup, ça nécessite de la préparation pour valider la journée suivante. Et donc les équipes techniques, c'est ça qu'elles font, c'est que elles préparent le bateau, elles le mettent en config pour pouvoir permettre de valider les choses. Le bateau revient avec de nouvelles infos, soit elles améliorent, soit elles préparent la suite. Donc en fait, elles sont en permanence sur le pied de guerre. Et les sorties que tu fais, évidemment, tu es seul sur le bateau, tu t'entraînes également tout seul à être capable de... Alors non, en fait, très rarement on fait du vrai solitaire, à part si on décide de partir 72 heures. La problématique, c'est que ces bateaux sont très compliqués à manœuvrer, notamment au port ou proche des côtes. Et quand on est aussi proche d'un tour du monde et d'une course aussi importante que celle-là, on décide en fait de ne plus faire de navigation côtière réellement en solo. Donc on fait du faux solitaire, c'est-à-dire qu'on a toujours quelqu'un à bord qui est à côté de nous, qui fait rien. Hein. Nous on navigue comme si on était seul. En revanche, lui, il sert pour faire de la veille, pour être sûr que sur notre petite phase de sommeil, un quart d'heure à une demi-heure, qu'il y ait quelqu'un qui puisse surveiller et voir les radars et être sûr que il n'y ait pas une collision. C'est vraiment de la sécurité. En revanche, lui, il fait strictement rien à bord. À part nous parler, donc effectivement, oui, c'est pas du vrai solitaire, mais quand on décide de partir plus au large, où là on a beaucoup moins de chances de rencontrer des choses, et ben là on fait du vrai solitaire. Petite anecdote, là je te vois manipuler les écouteurs un peu comme faire un nœud. Est-ce que à bord, ta journée type, il y a beaucoup de manipulations comme ça, un peu manuelles? Comment ça se fait? Ouais, en fait le bateau il nécessite en permanence, en permanence pour la performance, il nécessite du réglage. Faut imaginer que c'est un bateau qui est très très léger et qui réagit, Qui est fragile aussi? qui est fragile, plus ou moins, qui est fragile à l'impact. C'est un peu la construction comme une structure d'un œuf. Je sais pas si vous avez fait l'expérience de prendre un œuf dans le sens de la longueur de l'œuf, dans le creux de votre main, et en fait vous essayez d'écraser l'œuf et les efforts sont répartis autour de la coquille, et donc du coup c'est incassable. Alors ça paraît fou, sauf que quand on tape avec juste le bout du doigt l'œuf, il casse en deux parce que la coquille elle est fragile à l'impact. En revanche, à des efforts assez importants comme la force de la main répartie, ça ne casse pas. Le bateau, on va dire que c'est un peu pareil. Il peut subir de grosses pressions. En revanche, si on tape quelque chose, oui, il va forcément avoir mal. Et oui, il y a énormément de travail à bord. Tout est travail à bord, c'est-à-dire que manger c'est travailler, dormir c'est travailler, faire la météo c'est travailler. Pourquoi? Parce que le bateau, il est en mouvement permanent. En fait, il est en mouvement permanent. Faut bien comprendre que au large, la mer, elle est rarement moins forte que 1,50 m à 2 mètres de creux. Et les vitesses sont assez élevées sur l'eau. Hein. On peut très vite être entre 15 et 25 nœuds en moyenne, donc ça fait faut multiplier à peu près par 2 pour calculer en kilomètres heure, même à 40 km/h, ce qui peut paraître faible, on va dire, par rapport à la vitesse d'une voiture. L'eau est 1000 fois plus dense que l'air, c'est-à-dire qu'un bateau pousse 1000 fois plus de matière qu'une voiture qui roule dans l'air. Donc on a un peu une Formule 1 très raide, sauf qu'en fait on essaye de faire le Paris-Dakar avec une Formule 1. C'est-à-dire qu'il y a des bosses dans tous les sens, et avec une voiture très raide on essaye d'avancer très vite. Donc voilà, et donc tout rend, ces mouvements permanents et ces impacts assez forts rendent toutes les tâches dures. Donc, dormir c'est compliqué, se faire à manger c'est compliqué, et c'est pour ça que je dis que tout est travail, et qu'on a très peu de moments de répit. On a très peu de moments où on peut se regarder une petite série tranquille dans un pouf au sec, parce qu'on est quand même souvent mouillé. Donc oui, le bateau nécessite du réglage permanent. Et tiens, en parlant justement d'occupation, est-ce que tu peux nous décrire, je pense qu'il y a quand même un peu de temps libre finalement, même si tout le monde travaille, sur les 3 mois que tu vas passer à bord, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre du coup? Alors on a l'habitude de dire que le temps libre on n'en a pas en fait. On n'en a pas parce que
parce que le moindre la moindre comment dire le moindre temps qu'on peut consacrer au réglage du bateau, c'est du plus pour la performance. En fait, si on pouvait être 24/24 sur le pont à essayer de régler le bateau, ce serait que du plus pour la performance. Et donc le peu de temps qu'on va prendre à se reposer, ou du moins à faire autre chose que régler le bateau, bah c'est un peu contre-productif pour la perf. En revanche, on peut clairement pas ne pas prendre un peu de temps. Moi, j'écoute beaucoup de musique, alors ce qui me permet de faire beaucoup de choses à côté. Mais bon, ça m'évade un peu. Et puis pour l'instant, j'ai pas encore fait le tour du monde, mais en tout cas, je me prépare, et à écouter les anciens, c'est pas mal d'emmener quelques petits films pour se poser. Alors le film, on le regarde pas, un film d'1 heure et demie, apparemment on le regarde pas d'une traite. J'imagine bien, donc on regarde des petits bouts d'1 quart d'heure, et puis ça nous donne envie ensuite d'aller voir le reste si le film est bon. Mais ouais, je pense que c'est le genre de choses que je pourrais faire sur le tour du monde, notamment dans les mers du Sud où les vents parfois peuvent être un peu constants, assez forts, et donc nécessitent un petit peu moins de réglage, parce que c'est un peu plus bourrin. Alors ça bouge beaucoup plus, mais en tout cas le bateau va être très vite, et donc là peut-être qu'on a un peu plus de temps confiné, du coup en intérieur parce qu'il fait froid dehors. Donc ouais, je pense que là je pourrais regarder des films. Parce que finalement, le coronavirus, c'est une très belle épreuve de préparation au Vendée Globe, non, en ce moment? Ouais, c'est ce qu'on pourrait dire, effectivement. Alors c'est sûr que là on est en période de préparation, donc j'avais pas imaginé me confiner comme ça, mais ouais, je pense que j'en parlais avec ma copine hier, et on se disait que en fait j'avais un cerveau qui switchait assez vite sur le mode dans lequel je me trouve, c'est-à-dire que bah je ne subis pas, et je me mets vite en conditionnement parce que on me le demande et que c'est comme ça. La seule chose, c'est à peu près la durée. C'est que j'ai peut-être besoin de savoir combien de temps ça va durer pour me mettre vite dans ce mode. Et à partir du moment où je sais combien de temps ça va durer, bah j'applique facilement l'exercice, en tout cas. Là dans le confinement actuel, c'est peut-être ce qui est dur, c'est qu'on sait pas combien de temps ça va durer. C'est un peu ça. Hein. Tous les 3-4 jours, on a des nouvelles infos, donc Bon, on essaye de jongler un peu avec ça. C'est vrai que nous aussi, à titre personnel, c'est vrai que ça commence à être des nœuds au cerveau intéressants à se faire. Et tu parlais de ta copine tout à l'heure. Est-ce qu'elle te soutient là-dedans? Comment est-ce qu'elle vit le fait que tu vas partir 3 mois là? alors c'est son métier aussi, la mer, du coup ça aide, mais ouais, du coup elle part là, elle est partie un peu plus d'1 mois et demi naviguer en Norvège, et du coup bah c'est des choses que du coup qui sont courantes, parce que on le pratique déjà. Après 3 mois c'est long, 3 mois quand quelqu'un est en mer seul, du coup je pense que je pourrais répondre à cette question après, parce que j'en sais rien pour l'instant. Ok. Pour parler un peu de performance, de souvenirs au dernier Vendée Globe 2016, Armel il a terminé en 74 jours. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est toujours une quête du plus, et donc il va falloir encore terminer en moins de temps que ça? Ouais. Alors nous on n'a pas, là on a un bateau qui est quand même d'ancienne génération. Du coup on n'a pas pour but de on va dire d'avoir un objectif de temps record. C'est vrai que déjà finir le tour du monde, c'est un truc de dingue. Finir le Vendée Globe en l'occurrence. Faut savoir qu'il y a moins de 80 personnes à avoir fini le Vendée Globe, et plus de 500 personnes à avoir été dans l'espace. Donc c'est plus simple d'être astronaute que skipper du Vendée Globe. Et ça donne un peu l'échelle du truc, quoi. Et c'est vrai que nous on n'est pas un bateau de dernière génération, on n'a pas de foil, et du coup on imagine plutôt en préparation autour des entre 80 et 90 jours plutôt, que essayer d'être en dessous les 80 jours.
En revanche, suivant l'édition qu'il y aura et suivant les conditions, peut-être que en tout cas c'est jouable avec nos bateaux, c'est sûr. Mais on n'est pas dans cet objectif forcément de recherche d'être en tête à tout prix, parce que de toute façon mon bateau en tout cas est pas capable, clairement. Et moi c'est ma première expérience, donc en termes de préparation, on emmène peut-être plus de matériel, un peu plus du moins que certains qui ont juste l'objectif de gagner. Ceux qui ne peuvent plus gagner parfois abandonnent. En tout cas nous on fera tout pour finir. Ok, bah superbe. Alors c'est vrai que c'est une course qui se fait tout seul, tu commences à t'habituer un petit peu à ce rythme-là. Est-ce qu'il y a d'autres défis peut-être que tu t'es fixé, secrets, qu'on ne connaît pas ou qu'on pourrait découvrir aujourd'hui, que tu as fait soit seul, soit en groupe, mais qui n'ont pas été part de cette image publique que tu donnes en tant que skipper pro? Que j'aurais réalisé déjà? Ouais. Non, pas notable. Non. Après, comme je disais, j'aime la montagne, donc ouais, je me donne quelques défis en montagne et peut-être plus après encore, hein. Peut-être envie de grimper des hauteurs. Pourquoi pas, ouais, mais aujourd'hui c'est pas fait en tout cas. Ok, des hauteurs, on n'étendra pas forcément le sujet, mais des hauteurs de type des grands pics. C'est ça que tu veux Ouais, dire. voilà, c'est ça, ouais. Des belles expéditions, quoi, disons. Et alors du coup, dans tes rêves les plus fous, effectivement, à part cette partie montagne, t'as d'autres idées, des éléments que tu aimerais faire? Je sais pas si Vendée Globe, déjà, si c'est le Graal de la course, c'est quoi l'étape suivante, tu vois? Je pense que j'aimerais bien faire un tour du monde sur un multicoque, un ultime en équipage par exemple. Ça me plairait vraiment. Parce que c'est beaucoup moins long, on va dire que c'est 2 fois moins long qu'un Vendée Globe, et puis c'est une expérience de dingue. Envie de connaître aussi le rythme équipage sur du long terme, et puis apprendre de nouvelles choses. Sur l'eau, en fait, on apprend tout le temps. Moi, j'ai beaucoup navigué sur plein de bateaux. En 2017, j'ai fait, je crois, 272 jours sur l'eau. Ah oui, ça fait. Et pas que sur mon classe 40, sur plein d'autres bateaux, des tout petits pour faire le Tour de France à la voile avec des petits trimarans, enfin vraiment plein de sortes de bateaux, un peu partout sur plein de mers. Et je me rends compte que plus on navigue, plus on apprend. Et plus on est performant du coup sur son support sur lequel on navigue à la base. Donc j'ai vraiment envie d'apprendre sur d'autres supports, et puis j'aurais aussi envie d'avoir les moyens aussi après ce tour du monde, si j'ai encore envie de naviguer, je ne sais pas, on verra. De pourquoi pas avoir un projet beaucoup plus performance en IMOCA avec une plus grosse équipe, plus de moyens, avec un objectif d'un autre Vendée Globe derrière, avec un bateau à foil, un bateau voilà. Tu parlais de foil justement à l'instant, j'allais revenir sur cette question-là. Qu'est-ce que ça, pour ceux qui connaissent pas forcément la voile, qu'est-ce que ça apporte le foil? Qu'est-ce que ça donne du coup au bateau? En fait, les foils, c'est on peut voir sur des bateaux, c'est des petites virgules qui sont sur vraiment le côté du bateau, et qui permettent de porter le bateau un peu plus haut sur l'eau. Ce qui veut dire le porter plus haut, c'est qu'il y ait moins de frottement à l'eau. Tout à l'heure, je disais que l'eau était 1000 fois plus dense que l'air, donc on pousse beaucoup de matière quand on pousse de l'eau. Du fait que le bateau soit plus haut, il est moins enfoncé dans l'eau, donc il pousse moins d'eau, donc moins de matière à poussier, donc plus de vitesse, donc forcément des performances améliorées par rapport à tous les bateaux qui n'en ont pas, quoi. Et tu penses que là, par exemple, sur les 74 jours, qu'est-ce qu'on peut gagner comme temps, typiquement, avec un foil? Ouais, on peut gagner beaucoup parce que, en fait, 74 jours, ça a été fait avec les premiers bateaux à foil, qui étaient pensés pas 100% foil, c'est-à-dire que sans foil, en fait, le bateau fonctionnait quand même. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et donc, je pense qu'on peut presque descendre en dessous les 70 jours. Ok, d'accord. Ouais, ça fait un sacré pourcentage en moins. Ouais. Est-ce que, Maxime, est-ce que tu comptes t'arrêter un jour de faire de la voile? J'en sais rien, je suis jeune, hein, j'ai que 33 ans, donc non, je pense que
Je pense pas. En tout cas, moi, ce qui me passionne dans la voile, c'est déjà la compétition et donner le meilleur de soi-même. Je suis pas, on va dire, un vrai aventurier dans le sens où je partirais pas me faire un tour du monde hors compétition, hors course. Avec quand même des bateaux performants, des bateaux qu'il faut aboutir avec toute cette technologie embarquée. Je partirai pas non plus en transat juste pour faire une transat. Peut-être plus tard, en famille ou avec des copains ou vraiment pour se faire un délire, mais j'ai pas un vrai goût du voyage lent sans objectif de base autre que le voyage. Euh, et si je continue à naviguer, ce sera vraiment sur des petits supports plutôt en côtier, ou alors à continuer à faire des courses avec d'autres. Mais en dehors de la course, ouais, ce serait plus sur vraiment pour mon plaisir et le plaisir de la nave avec un peu de vitesse, avec un peu de contact, plus que le voyage en lui-même, quoi. Ok. Maxime, ça va faire 1 heure bientôt qu'on discute. Petite question là, avant de se quitter, comprendre si un autre devait se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Si une personne, si je devais moi me lancer par exemple, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben qu'il faut pas avoir peur déjà de se lancer dans ce métier parce que dans ce métier ou cette passion parce que en fait il n'y a pas besoin d'avoir fait toutes ces gammes jeunes à l'école de voile pour se faire plaisir. C'est vraiment une passion avant tout parce que c'est quand même beaucoup de contraintes. C'est vrai que quand on est sur l'eau parfois au large c'est compliqué et il faut vraiment aimer ça pour y retourner. Et c'est vrai que c'est passionnant parce qu'en fait c'est faire corps avec les éléments. C'est être humble et c'est beaucoup de plaisir de revenir à terre. Au moins autant que de partir. Et donc ça procure vraiment beaucoup d'émotions. Ouais. Et tu penses que, enfin, tu ressens aujourd'hui que quand tu reviens à terre, tu as vraiment cette sensation de, c'est quoi? C'est du soulagement? C'est quoi la sensation quand tu reviens à terre? Ouais, je parlerai pas de soulagement, mais en fait c'est une autre vie quoi. On vit pas de la même manière en mer comme à terre. Moi je parle vraiment purement course. Hein. C'est sûr que quand on a un bateau très confortable avec un frigo, avec une machine à glaçons et de la climatisation, peut-être que c'est bien aussi en mer, peut-être mieux qu'à terre, j'en sais rien. En tout cas, on vit quand même des drôles de choses en course. Faut imaginer, c'est un peu comme si on rentrait du boulot à terre, que quelqu'un nous mettait un seau d'eau sur la tête, du coup on est trempé et puis qu'ensuite le gars il te dit bah tiens tu vas aller faire une sieste d'une demi-heure là par terre sur ton pouf et puis après tu vas retourner au boulot quoi. Et ça peut durer sur une transat une vingtaine de jours et puis sur un tour du monde 90. Donc c'est des choses qu'on ferait pas à terre en fait. Et là on se les inflige en mer, confiné dans un endroit humide qui est pas très joli à regarder parce que c'est brut, c'est le strict minimum et donc tout ça ouais c'est quand même pas des conditions de vie au top et c'est vrai qu'on est content de rentrer à l'hôtel à l'arrivée au soleil quand on arrive aux Caraïbes. Dans un vrai lit. Voilà, c'est bon là c'est les Sables d'Olonne donc il y aura pas de côté exotique mais ouais je pense que moi je suis aussi bien à terre qu'en mer, j'adore être en mer mais pour une bonne raison parce qu'il y a une course quoi. Comment est-ce qu'on peut te suivre, Maxime? Est-ce que tu as des livres, des films, des réseaux sociaux? Comment on fait? Ouais alors il y a un site internet qui s'appelle Team VNB Mayenne et puis surtout mon Facebook Maxime Sorel, Instagram Maxime Sorel, Twitter et puis les Instagram projets Team VNB Mayenne et pareil pour Twitter. Donc vous tapez Maxime Sorel sur Google et vous devriez vous en sortir pour le suivi. Et il y aura effectivement beaucoup de communication autour du projet, notamment sur le Vendée Globe avec des petites cartos pour pouvoir suivre l'aventure.
On espère que les entraînements vont reprendre bien vite. Et donc, si j'ai bien compris, on se retrouve le 8 novembre 2020 prochain au Sable d'Olonne pour le Mais ouais, j'espère te voir. Merci Maxime pour ce temps aujourd'hui. À très bientôt, merci, au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt. I know,